À Laurie. Donc, bonsoir Laurie. Donc toi, Laurie, tu travailles à la CMA-CGM à Marseille. Donc, avant de nous parler de ton métier, est-ce que tu peux nous présenter le groupe CMA-CGM parce que les Marseillais en général connaissent, mais pour ceux qui n'habitent pas la région, on ne connaît pas forcément la CMA. Donc, est-ce que tu peux nous dire quel est son métier? Alors, oui. Donc, CMA-CGM, aujourd'hui, c'est une entreprise leader sur le transport maritime de conteneurs, donc transport par porte-conteneurs. Ça change tout le temps, mais aujourd'hui, c'est le quatrième mondial. Donc, on est implanté partout dans le monde. Le siège étant à Marseille, c'est vrai que voilà, on parle beaucoup de Marseille et les fonctions support, les fonctions sièges sont ici dans la tour vitrée à la Joliette. Mais on est 110 000 et, partout dans le monde, et à la tour, on est 3 000. Donc, voilà, donc finalement, on est, d'un point de vue effectif, on est finalement peu nombreux si on compare au reste du monde. En termes de métier, on est vraiment super varié. Évidemment, c'est du commerce, donc c'est les métiers du commerce avant tout. Le cœur du business, c'est vraiment la partie commerciale et la partie opération aussi. Parce qu'évidemment, pour pouvoir transporter les conteneurs sur les bateaux, il va falloir faire des plans de charge, donc le plan des conteneurs sur les bateaux, la gestion du déchargement, du rechargement des conteneurs, et derrière, évidemment, toutes les parties, toutes les fonctions support qui vont alimenter tout ça, donc l'informatique, la finance, le juridique, voilà, toutes ces fonctions-là. Et les ressources humaines aussi. Et les ressources humaines aussi. C'est une fonction support. Donc, toi, tu es responsable des ressources humaines. Vous êtes plusieurs responsables ou tu es la seule sur… Alors, à Marseille, en fait, à Marseille, donc on a 70 personnes qui travaillent dans le département des ressources humaines, qui travaillent spécifiquement pour les personnes qui sont dans la tour, donc qui sont au siège, mais qui a nécessairement un impact sur le reste du monde. Évidemment, dans chaque agence dans le monde, on a une personne ou plusieurs qui sont en charge des ressources humaines. Mais voilà, sinon, dans la tour, on est plutôt sur la partie fonction siège. En responsable ressources humaines, on doit être une petite dizaine à se répartir les différents métiers. On est répartis par métier, en fait. Une personne qui va s'occuper de tous les financiers, une personne qui va s'occuper de toutes les fonctions informatiques, etc., etc. D'accord. Et donc, toi, sur quelle fonction tu es, justement, Laurie? Alors, moi, je suis sur les fonctions business, donc le cœur du métier, donc justement les commerciaux, les ship managers, comme on appelle ça, donc les personnes qui sont en charge de faire justement ce plan de charge, et les cargo flow, qui est en fait une fonction un petit peu entre les deux, qui gère la partie commerciale, donc pour remplir le bateau au maximum, et la partie raisonnable, entre guillemets, opérationnelle, des contraintes concrètes que l'on a pour pouvoir remplir les bateaux. D'accord. Et donc, toutes ces personnes, ça représente combien de personnes, justement, dans ce service? Alors là, donc ça, aujourd'hui, il y a 660 personnes qui font ça au sein du siège, mais on est deux personnes aujourd'hui, ça change souvent, mais on est deux personnes aujourd'hui à se répartir ces personnes-là. Et en fait, la CMA-CGM, on est organisé en ligne. Donc, c'est comme une ligne de bus, mais c'est une ligne de bateau. Donc, on a des milliers de lignes. Et aujourd'hui, on est organisé par les lignes nord-sud et les lignes est-ouest. Donc, moi, je suis en charge de toutes les lignes nord-sud et j'ai une collègue qui est en charge des lignes est-ouest. Donc là, concrètement, aujourd'hui, ça me fait 360 personnes. Waouh! Est-ce que tu arrives à les voir au moins une fois par an? Parce que justement, parle-nous de tes missions concrètement en tant que responsable des ressources humaines. Quelles sont tes missions principales et une journée peut-être au quotidien? Explique-nous un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc en fait, de manière générale, le BPRH, donc mon métier aujourd'hui, donc responsable ressources humaines, c'est l'interlocuteur principal d'une population définie. Donc là, en l'occurrence, pour ma part, donc les commerciaux, les opérationnels. L'idée générale, en fait, c'est d'animer la mise en œuvre opérationnelle de la politique RH au sein du groupe au niveau des différentes directions. En fait, au quotidien, j'ai un rôle de conseil et de support auprès des managers sur tous les aspects, que ce soit un aspect RH, organisationnel, juridique, management, beaucoup de choses. Donc voilà, donc on les accompagne au quotidien en fonction de leurs problématiques qui sont évidemment absolument différentes d'une minute à l'autre et d'une personne à l'autre. Également l'accompagnement des salariés, bien sûr, dans leur développement individuel et dans leur progression, donc depuis leur arrivée au sein du groupe jusqu'à leur départ, avec toutes les étapes qu'ils peuvent traverser dans leur carrière au sein du groupe.
Et en fait, pour animer tout ça, bien sûr, on n'est pas seul. Donc, je suis donc la première personne. Donc, je suis en front avec toutes ces personnes-là. Mais d'ailleurs, je peux m'appuyer sur différents services, notamment le service recrutement, le service paye, le service administration du personnel, le service formation. Voilà, différents services qui m'aident au quotidien. Et on participe aussi à des projets transverses de manière générale. Une journée type, c'est très difficile parce que j'en ai pas. Généralement, même mon agenda, il se présente d'une certaine façon pour le lendemain, mais je le tiens absolument pas et je décale tout au jour d'après parce qu'en fait, il y a des appels toute la journée, il y a des choses qui sont absolument pas prévisibles. On fait du disciplinaire, donc si on a une personne qui a un comportement pas professionnel, derrière, il va falloir passer du temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour interroger différentes personnes. Si une personne souhaite démissionner, on va essayer de comprendre pourquoi. Il va falloir réfléchir à son remplacement. Il va falloir partir sur la partie recrutement. Voilà. Donc, en fait, chaque sujet, en fait, derrière, va nécessairement déboucher sur beaucoup de choses, beaucoup d'appels, d'enquêtes. Et c'est beaucoup de bon sens aussi. D'accord. Ok, super. Et donc, avant d'être responsable des ressources humaines, en préparant cette soirée, tu disais que tu as eu 4 postes différents au sein de la CMA-CGM. Ouais. Est-ce que c'était nécessaire de passer par là pour être responsable des ressources humaines? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu étais dans ce service? Alors, je suis arrivée en stage après le MD, donc en stage de fin d'études, au département recrutement. Donc ça, c'est vrai que dans toute entreprise, pour les fonctions RH, c'est le département le plus facile à intégrer en tant qu'externe à l'entreprise, c'est le recrutement. C'est souvent dans ce domaine-là que l'on fait les stages lorsqu'on est à l'école. Donc voilà, c'est vrai que c'est la partie la plus simple. Donc je suis arrivée en stage au recrutement et ensuite rapidement on m'a passé un CDD. De là, on m'a proposé un poste de responsable ressources humaines, mais assistante avec un DRH pour gérer les personnes qui sont à l'informatique. Ensuite, mon chef est parti, donc je me suis retrouvée toute seule. Donc nécessairement, j'ai appris beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé derrière d'occuper ce poste-là aujourd'hui. Et ma chef est également partie, donc c'est pour ça que j'ai autant de personnes. Donc non, c'était pas nécessaire de faire tout ça pour en arriver là. Mais les opportunités font que finalement, ça s'est passé comme ça. Après, sur les 10 personnes, on a 10 parcours absolument totalement différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie façon d'y arriver, en fait. C'est plus une opportunité, une personnalité, une compétence, une expérience. Voilà. Il n'y a pas de parcours type. Super. Merci Laurie pour toutes ces explications. Si vous avez des questions à poser à Laurie, justement si vous voulez découvrir plus les ressources humaines, voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions dans le chat. Je reviens vers toi tout à l'heure, Laurie. Maintenant, je vais m'adresser à Justine, donc responsable communication chez Mail in Black. Pourrais-tu d'abord, Justine, nous présenter ton parcours étudiant? Pourquoi, moi j'avais une question, pourquoi tu as choisi de t'orienter dans le commerce après ton bac? Bien sûr. Bonsoir à tous et merci du coup pour cette invitation. Du coup, c'est vrai que mon parcours, moi, après le bac, j'ai fait un DUT GEA, donc c'est gestion des entreprises. Alors, on a du mal à t'entendre, Justine. Excuse-moi. Peut-être qu'il faut que je me rapproche un peu. Ouais. On m'entend mieux? Là, on t'entend bien. Ouais, super. Okay. Je vais rester un peu collée comme ça. Du coup, moi, après le bac, j'ai fait un DUT GEA, c'est gestion des entreprises et des administrations, avec une option finance comptabilité, parce que j'avais envie de voir un peu toutes les facettes de comment on pourrait monter une entreprise, par exemple. Je savais pas trop, en fait, ce qui m'avait plu durant le lycée, c'était surtout la partie un peu sociale. Bon, je me rappelle plus toutes les matières qu'on avait au lycée, mais en tout cas, bon, je me suis orientée sur ça. Et en fait, ce qui m'a le plus plu dans mon DUT GEA, c'est les matières autour de la com et du marketing. Donc, il y en avait assez peu parce que c'était pas la spécialité, mais vraiment, j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, il y avait plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers une licence auprès de l'EMD. Et en fait, dans mes recherches, je me suis arrêtée sur l'EMD parce que moi, je savais tout de suite que je voulais faire un master. Donc, je voulais aller aux 5 ans d'études. Donc, j'ai tout de suite regardé au-delà de la licence, parce que moi, j'ai fait une licence pro marketing relationnel et négociation. Et au-delà de la licence, je voulais vraiment
faire un master en lien avec du marketing, de la communication pour voir tous les aspects que ça pouvait comporter. Et je savais qu'il y avait un master manager d'entreprise avec une option marketing digital. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, je fonce, j'y vais. Donc, ça s'est fait comme ça. D'accord, oui. Donc très tôt, en fait, tu savais que tu voulais être dans le marketing digital. Donc c'est ce que vraiment fait Mail in Black. Enfin, peut-être que je me trompe, mais justement, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise? Quand est-ce qu'elle est née? Parce que finalement, c'est arrivé avec la montée d'Internet, etc. Donc voilà, peut-être de manière assez simple, parce qu'on n'a pas forcément tous le vocabulaire ici. Voilà. Bien sûr. Alors, juste pour revenir à ce que tu disais, j'ai toujours su plus ou moins que je voulais faire du marketing et de la com, mais sans savoir ce que ça voulait dire. Parce que, enfin, c'est assez étonnant, mais je sais pas, le nom me parlait, les quelques cours que j'avais eus à l'IUT, ça m'avait plu. Donc, je m'étais dit, je veux faire ça. Et en fait, au fur et à mesure des études et de mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de facettes dans déjà le marketing et la communication, c'est deux choses complémentaires mais différentes. Et on dit toujours qu'on veut faire les deux en pensant que c'est la même chose. Et donc, il y a plein de métiers. Et en fait, moi, je pense que tout de suite, j'ai voulu voir un peu toutes les facettes pour voir ce que je pourrais faire. Et au final, je continue à faire quelque chose d'assez généraliste, parce que donc, ma dernière année à l'EMD de master, je l'ai faite en alternance donc chez Mail in Black. Donc, moi aussi, je suis restée dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance et j'ai terminé mes études. Donc Mail in Black, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc Mail in Black, c'est le leader en France de la sécurité email. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a vocation à protéger les entreprises et aussi les collectivités, les établissements de santé, de protéger leur adresse mail de tout ce qui va être nuisible. Donc ça va dire les spams, donc tous les mails qu'on n'a pas envie de recevoir. Ça va être toutes les attaques informatiques, les virus. Je ne sais pas si vous en avez un peu entendu parler, mais il y a beaucoup de pièces jointes qui peuvent être vérolées. Donc, c'est-à-dire que quand on va ouvrir la pièce jointe, ça va bloquer l'ordinateur, ça va chiffrer toutes les données. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le phishing. Peut-être vous allez en entendre parler. C'est des mots qui sont un peu à la mode en ce moment. C'est quand vous pensez que c'est, par exemple, les impôts qui vous envoient un mail, alors qu'en fait, c'est de l'usurpation d'identité. Et donc, vous pensez être face à un organisme de confiance et malheureusement, vous remplissez vos coordonnées bancaires ou personnelles et en fait, vous tombez dans le panneau et ces données-là sont réutilisées, réexploitées par des pirates informatiques. Donc, nous, chez Mail in Black, on a vraiment vocation à aider les entreprises, donc publiques et privées d'ailleurs, à se protéger de toutes ces formes d'attaques qui viennent par l'email. Donc voilà, Mail in Black, c'est une boîte qui a été créée en 2003. Le premier produit un peu historique a été commercialisé en 2006. Donc c'est vraiment une solution plutôt basée sur de la technologie, donc avec des filtres anti-spam, antivirus, anti-phishing. Et donc depuis plus de 15 ans, on a à peu près 12 000 clients en France, surtout en France. Et depuis peu, on a sorti une nouvelle innovation, un nouveau produit qui vient compléter le produit historique qu'on avait, qui est basé sur la pédagogie, sur l'humain en fait. Donc on aide les entreprises et les collectivités à adopter les bons réflexes pour justement pas tomber dans le panneau quand on reçoit un email de phishing, donc d'usurpation d'identité. Donc, on est vraiment dans un conseil, dans un accompagnement, dans une éducation. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a de plus en plus d'attaques. Enfin, je peux vous donner des chiffres. Il y a eu plus 400% d'attaques sur l'année 2020, enfin, surtout avec le confinement, donc le télétravail, plus d'entreprises qui bossent à la maison, donc avec moins de sécurité sur les ordinateurs. Donc, il y a c'est vraiment un sujet d'actualité. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je suis rentrée chez Mail in Black, j'aurais jamais pensé que la cybersécurité pouvait devenir un sujet d'actualité. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, il y a énormément de travail dans ce domaine-là. Il y a plein de choses à apprendre. Et je le dis juste aussi, s'il y a des
filles qui sont présentes aujourd'hui. Les métiers de la tech, puisqu'on appelle ça la tech, de l'IT, de la cybersécurité, sont aussi ouverts aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est plutôt des sujets pour les hommes. Donc voilà, on en reparlera peut-être après. J'anticipe un peu, mais je tiens à le dire parce que des fois on peut se dire ah non, je veux pas prendre cette offre de stage ou d'alternance ou ce CDI par exemple parce que c'est un domaine où je n'ai peut-être pas les compétences. Non, on a tous les compétences, peu importe le domaine. Donc, voilà, je voulais juste. Bien sûr. Parce que tu parles des métiers de développement pur ou tu parles plutôt du secteur tech où il manque de femmes, justement? Alors, il y a deux choses. Sur les métiers de développement pur, oui, il manque des femmes aujourd'hui. Après, je sais qu'il y a pas mal de cursus qui sont en train de s'ouvrir. Je ne sais plus s'il y a le MD. Il me semble, quand moi je suis partie, il y avait un cursus. Je ne sais pas s'il y est ou pas. Bon, bref. Je sais qu'en tout cas, il y a de plus en plus de cursus qui s'ouvrent et nous, dans notre boîte, on essaie de partager des valeurs. On va essayer de pitcher dans des écoles pour apprendre aux petites filles à coder, par exemple, pour leur dire mais c'est un métier d'avenir, donc vraiment, allez-y. Et sinon, sur la partie plutôt métier autour de la tech, c'est plus que les femmes sont un peu sous-représentées, elles prennent un peu moins la parole elles sont présentes, mais elles prennent un peu moins la parole sur le sujet. Tu vois plus facilement des hommes prendre la parole pour expliquer ce que c'est. Voilà. En tout cas, toi, Justine, tu l'apprends bien. Moi, j'ai très bien compris, donc je pense que c'était clair. Enfin, on voit que tu es responsable communication. Donc, justement, j'imagine que tu représentes du coup Men in Black sur les réseaux sociaux, à la télé, il n'y a pas longtemps, on t'a vu. Est-ce que tu peux nous expliquer tes missions en tant que, justement, responsable communication? Ouais, alors du coup, moi déjà, il y a une des missions, c'est que je manage quelques personnes, enfin j'ai 2 personnes dans mon équipe qui m'aident au quotidien. Ma grosse mission, en fait, c'est d'établir la stratégie de communication en lien avec la stratégie commerciale et la stratégie produit, parce que forcément, tu ne peux pas communiquer sur des sujets si derrière, tu ne sais pas quel est l'objectif business de la boîte. Et ni comment vont évoluer tes produits. Donc ça, c'est hyper important de créer une stratégie qui soit cohérente et qui soit harmonisée. Donc du coup, je vais la créer, la mettre en place, la suivre, analyser la stratégie et les différents KPI, donc avec les budgets qu'on va mettre en place en face. Concrètement, ça passe par plusieurs leviers que je vais chapeauter ou du coup mes équipes vont aussi beaucoup apporter de valeur. Il y a toute la partie visibilité et notoriété. Donc nous on s'appuie sur une agence de presse. L'idée c'est de vraiment être le plus présent dans les médias. Donc ça va passer par la presse, par des prises de parole sur des événements, ça va passer par des interviews en plateau télé, des interviews radio, ça peut être du print aussi, donc des articles dans des magazines, énormément sur le web aussi. Donc là, ça passe par des accords avec des médias pour avoir des contenus mis en avant. Ça passe par justement le site internet, ça passe par les réseaux sociaux. Ça passe par les événements sur lesquels on pourrait être présent en plus de prendre la parole. J'oublie certainement des éléments parce qu'il y a tellement de facettes dans ce métier-là. Donc, c'est toute cette partie surtout de com externe et de visibilité où moi, j'ai vraiment un rôle. Et je chapeaute aussi toute la partie com interne. Donc là, l'idée, c'est vraiment le partage de valeurs en interne, se partager aussi tous les objectifs pour être tous raccords et avancer avec une même ligne directrice. Donc, par exemple, je vais organiser des événements. Tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle des all hands. C'est des réunions d'information. On va tous se réunir. Donc, nous, on est à peu près 60 chez Men in Black, ou un peu plus d'ailleurs, 65, parce qu'on a recruté 20 personnes cette année, donc ce qui est énorme malgré la crise. Donc voilà, j'organise des petites réunions comme ça. On va tous se réunir et on va se partager les évolutions liées aux produits, par exemple,
les recrutements qui sont en cours, un point business pour savoir où on en est, les articles de presse qui sont parus récemment pour que tout le monde ait la même visibilité dans l'entreprise parce que c'est vraiment la clé pour réussir à avancer et avoir des bons résultats. Donc voilà, moi je vais m'assurer de ça et m'assurer aussi que il y a presque une notion un peu RH finalement, c'est de m'assurer que tout le monde est bien à sa place, que tout le monde partage bien les valeurs de la boîte. Bon, pas parce que moi, après, ça, c'est des sujets qui me touchent personnellement et qui me plaisent. Donc, voilà, réussir à organiser peut-être des petits apéros ou des journées hors site avec toutes les équipes, prendre un peu la température, comment sont les gens. Donc, voilà, je travaille aussi un peu avec la RH sur ces sujets-là pour que ça se passe bien. Et aussi… L'apéro avec le masque, hein, Justine. Non, mais oui, à l'époque, on pouvait faire les apéros, évidemment. Donc là, je reçois des messages, justement, quand est-ce qu'on pourra refaire un apéro? Ouais, c'est sympa. Alors, Justine, c'est important pour le… Justine, tu parlais justement des ressources humaines. Il y a quelqu'un qui posait une question sur est-ce que vous cherchez des alternants chez Made in Black? En ressources humaines ou peu importe En général, en fait, je pense. Alors, j'ai pas en tête toutes les postes qui sont actuellement en cours. Des alternants, oui, on en prend. D'ailleurs, dans mon équipe, moi, j'ai un alternant, quelqu'un qui a fait un stage d'ailleurs qu'on a gardé en alternance. Ça dépend vraiment des opportunités. On a une page carrière sur notre site, donc maillinblack.com. Tout en bas, c'est un peu caché, je l'avoue. Il y a un petit onglet carrière, donc n'hésitez pas à faire votre demande. Moi, je les reçois directement. N'hésitez pas à préciser que vous êtes de l'EMD, comme ça, c'est toujours un plus pour regarder les CV. Mais là, j'ai pas en tête, mais faites la demande et puis ok. Merci beaucoup. Merci, Justine. Je t'en prie. Alors, une dernière question, ensuite je vais m'adresser à Marie, mais tout à l'heure, donc justement, Ritia redemandait dans la discussion combien de personnes tu manages. Donc Pierre a répondu 2 personnes dans ton équipe. Donc à l'EMD, la devise c'est manager, c'est servir. Est-ce que, donc comment toi ça fait écho dans ton quotidien et est-ce que tu t'es senti préparée à l'EMD pour arriver à avoir ce type de poste, justement? Ouais, alors quand j'ai été à l'EMD, manager c'est servir, je me rendais pas forcément compte de ce que ça voulait dire, parce que je pense que déjà quand on n'a pas été managé et qu'on n'a pas managé, on se rend pas forcément compte. Enfin, dans un milieu professionnel, j'ai envie de dire. Et en fait, aujourd'hui, ça prend tout son sens pour moi, parce que pour moi, c'est pas juste accompagner une équipe, c'est révéler le talent des personnes qui sont dans mon équipe. Je pense que c'est important de s'accompagner de personnes qui sont plus smart que soi sur des sujets, qui ont plus de compétences que soi sur des sujets. Moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai une personne qui est dédiée à toute la partie graphisme. Elle maîtrise 10 000 fois mieux que moi le sujet. Et pour moi, c'est une évidence d'avoir des personnes dans mon équipe qui maîtrisent mieux certains sujets que moi parce qu'elles vont apporter plus de valeur. Et je trouve que à ce moment-là, manager, c'est servir, c'est accompagner les autres pour les révéler, qu'ils se sentent bien et ce partage de compétences entre chacun. On apprend les uns des autres. C'est comme ça qu'on grandit et je trouve ça génial du coup de m'en rendre compte maintenant au quotidien. Et il y a une deuxième petite facette, c'est aussi de voir comment moi je suis managée. J'ai la chance d'avoir un patron qui est hyper à l'écoute et qui nous accompagne. Et par exemple, sur nos plans de développement, si on a envie de prendre la parole, justement, le sujet que j'abordais tout à l'heure sur la place des femmes, parfois on a plus de mal à prendre la parole en public, etc. Je me rends compte que manager, c'est servir. Aujourd'hui, moi, j'ai des personnes qui m'aident à me prendre confiance en moi. Et voilà, je pense que c'est aussi ça, manager, c'est servir, c'est aider les autres à prendre confiance. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce retour, Justine. Du coup, je vais discuter avec Marie. Maintenant, toi aussi, Marie, on va parler après de ton entreprise, de tes missions, mais toi aussi, tu manages une équipe dans ton entreprise. Est-ce que, comme Justine, justement, manager, servir, ça te parle de la même façon? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce que Justine a dit? Voilà, fais-nous un petit retour sur ton expérience.
Yes, avec plaisir. Bah déjà, bon, merci beaucoup de m'avoir proposé d'intervenir dans ce webinaire. Et c'est top aussi d'être entourée de filles. Et notamment aussi, comme disait Justine, dans le métier de l'IT, moi aussi, je suis dedans, donc je comprends parfaitement. En effet, donc manager de ses services, on va dire que moi, je le vis un peu au quotidien, enfin, je le vis au quotidien avec mon équipe, parce qu'aujourd'hui, donc, je parlerai un peu plus tard de ce en quoi consiste mon métier de business développeur, mais c'est un métier qui est très dur parce que c'est un métier qui est bercé avec beaucoup de hauts et de bas. Vous pouvez travailler beaucoup, ne pas avoir de résultats, et puis tout d'un coup, sans forcément faire grand-chose, vous pouvez avoir des résultats qui tombent. Et aujourd'hui, mon but, ça va être vraiment, enfin, c'est un métier difficile, ça va être vraiment d'encourager déjà mes équipes pour qu'elles s'épanouissent dans leur travail, de créer une atmosphère de travail où tout le monde se sent bien et surtout où ils souhaitent exploser leurs objectifs. Parce que moi, en tant que lead BizDev, ça va être mon but, ça va être qu'on explose les objectifs, pas qu'on atteigne 100%, mais qu'on puisse aller bien plus haut. Et comment je le vois aussi dans Manager, c'est de servir, on va dire que si aujourd'hui, il y a un des membres de mon équipe qui a des meilleurs résultats que moi, ben, je vais être très heureuse. Je vais être encore plus heureuse parce que je sais que c'est potentiellement moi qui lui ai transmis ce savoir et qui puisse réussir justement à s'épanouir, à être meilleur que moi qui fait ça depuis plus longtemps que lui. Ben, ça va être vraiment une grande chance et je vais en être très fière. Et je n'hésiterai pas aussi, même c'est très important, je trouve, de mettre en avant aussi les réussites de ses collaborateurs. Enfin, de ses collègues de travail, même d'une manière générale. Et justement, c'est quelque chose que je n'hésite pas à faire à partir du moment où il y a des réussites, quoi. Super, c'est génial. Merci, Marie. Et du coup, toi, tu dis que tu es aussi dans la tech. Donc, ton entreprise Bimi, est-ce que je prononce bien? Parce que je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que vous faites, vous? Ouais, bah, c'est drôle parce qu'on est passé de CMA, qui est quand même un grand compte, à Mail in Black, qui est quand même assez gros. Et là, on passe à Bimi, qui quand même, moi, j'ai débuté dans la boîte, on était 4. Hein, j'étais le premier CDI. Une start-up. Ouais, donc voilà, on était vraiment une start-up. Donc, quand je suis rentrée, on était ce qu'on appelle une start-up early stage. Donc, il y avait les cofondateurs, un stagiaire et moi qui venaient d'arriver. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider les grands comptes à avoir une meilleure visibilité sur tous les outils digitaux qu'ils utilisent. Donc, ce qu'on appelle donc des SaaS, des software as a service. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que dans les grands groupes, ils ont eu besoin de se digitaliser très vite, d'aller très vite avec la transformation digitale. Et de ce fait, les métiers, que ce soit le marketing, les RH, ils ont implémenté beaucoup de SaaS, donc ces logiciels en autonomie, sans forcément en avertir le département informatique, ce qu'on appelle la DSI, la direction des systèmes d'information. Et de ce fait, ça va découler sur différents enjeux. On va avoir des enjeux, on va dire, budgétaires, parce qu'on peut avoir des SaaS qui font la même chose, donc qui sont en doublon. On peut avoir aussi des sujets de RGPD, donc tout ce qui est en lien avec la protection des données personnelles. Donc, je pense que peut-être vous en avez entendu parler. C'est pas le sujet le plus sympa du monde, mais c'est un sujet qui est assez en vogue en ce moment. Et le dernier sujet, ça va être sur de la sécurité, parce que voilà, aujourd'hui, il y a des SaaS, quand vous mettez de la donnée dedans, on ne sait pas forcément où ce SaaS est hébergé, etc. Donc, il y a des sujets autour de ça. Et comment aujourd'hui, chez Bimi, on fait pour y répondre? En fait, on a constitué une technologie qui permet en permanence d'aller scanner tout l'IT de ces grands groupes pour pouvoir leur dire en permanence, attention, vous avez un nouveau SaaS qui a été implémenté, etc. Et une fois qu'on détecte tous ces outils, on va avoir un deuxième aspect, puisque c'est bien de savoir qu'ils sont détectés, mais on ne sait pas au final quel est l'usage. On ne sait pas quel est l'usage business, etc. Du coup, on va leur demander directement de remplir toute une batterie d'informations concernant, par exemple, l'utilisation de l'outil chez CMA CGM, d'ailleurs, que je prospecte. Donc, Laurie, on pourra en parler plus tard. On va en parler plus tard. Donc, voilà. Donc, c'est un SaaS qui est assez intéressant, qui est assez transverse, parce qu'on s'adresse à plein de parties prenantes différentes dans la transformation digitale. Et voilà pour Bimi. Mais c'est un sujet assez complexe, faut pas avoir peur, parce que moi, au départ, quand je suis rentrée chez Bimi, j'y comprenais rien. Hein. Faut quand même être honnête, j'avais bien préparé mon entretien, etc. Mais par contre, voilà, tout ce vocabulaire IT, et puis il faut savoir que quand même les personnes de l'IT, en effet, c'est énormément d'hommes. Puis pas des hommes qui sont généralement très jeunes. Hein. On se s'oriente sur des papas. Donc, mais néanmoins, c'est un secteur qui est hyper intéressant et qui bouge énormément et sur lequel il y a beaucoup aussi de demandes. Ah, super. J'ai vu Laurie pendant toute ta présentation acquiescer. Donc, on sent que c'est un sujet RH aussi, Laurie. Oui, parce que quand j'étais RH de l'IT, c'est sûr que que ce soit l'une ou l'autre des interventions de toute façon de Justine ou Marie, on retrouve effectivement pas mal
de choses en commun, que ce soit pour la partie les femmes dans ce milieu-là. J'ai participé en tant qu'RH du coup de l'IT aux journées digitales de la femme, à faire toute une présentation auprès des patrons sur comment est-ce que la femme aujourd'hui, déjà les chiffres clés, combien on a de femmes, plusieurs KPIs à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour attirer plus de femmes dans ce milieu-là, parce qu'on a un réel déséquilibre, comme on l'a à la RH dans l'autre sens d'ailleurs, sur ces métiers-là. Et c'est hyper important d'être diversifié. C'est pas important d'avoir des femmes, c'est important d'avoir une diversité en fait de profils, et donc des femmes, du coup, par définition. Une complémentarité des qualités, des compétences de chacun dans ces domaines. Il faut des deux. Il faut des deux dans tout métier. On se rend compte que c'est là que ça fonctionne le mieux. Marie, j'ai une question de Aurélien sur le chat. Il demande quel était ton parcours. Je ne sais pas si Béatrice avait prévu Alors, de si demander. c'est prévu, Pierre, donc, mais Ok, on peut la poser maintenant. Non, juste avant de parler du parcours, Marie, peut-être que tu peux nous présenter ton métier. Chez Bimit, tu es business développeur. Donc, exact. Business développeur, on va dire, mon métier, c'est un métier qui est à la fois vieux comme le monde et qui s'est complètement réinventé. C'est un petit peu comme les informaticiens et développeurs. Si vous dites à un développeur qu'il est informaticien, il prend ça comme une insulte, quoi. Donc, aujourd'hui, le métier de BizDev, ça a pour but, en fait, de générer du chiffre d'affaires. Donc, en tant que BizDev, vous avez le pouvoir de faire, je parle beaucoup pour un aspect startup notamment, parce que moi, j'ai beaucoup baigné dedans. Vous avez le pouvoir de faire ou de défaire une société, parce que vous pouvez la faire croître en chiffre d'affaires. Et puis, si vous n'avez pas de résultat et que vous n'êtes pas bon, forcément, l'argent ne rentre pas. Et puis, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, aujourd'hui, en fait, mon métier, ça va être de détecter des opportunités chez les grands comptes. Donc, c'est-à-dire que nous, au sein de Bimi, on adresse uniquement des sociétés qui font environ 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, comment on fait pour les contacter? Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est un métier qui s'est réinventé, qui s'est vraiment digitalisé. Donc, on a beaucoup d'outils, donc notamment SaaS, qui nous permettent, par exemple, de trouver le numéro de téléphone de n'importe qui directement sur sa page LinkedIn, de trouver des adresses mail. Et justement, moi, c'est comme ça que j'articule aujourd'hui toute ma prospection, donc via du cold call, donc qui est généralement un travail assez difficile, mais moi, j'adore ça, c'est très marrant. Vous avez aussi tout ce qui est séquence d'emailing personnalisée, où vous allez pouvoir justement vous approcher de décideurs et avec du contenu pertinent, etc. Et bien sûr, des séquences LinkedIn sur le même constat. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect, on va dire, opérationnel, génération de leads. On va aussi avoir, pardon, que j'avais oublié, toutes les stratégies de prospection sur les différents comptes, parce que vous l'avez compris, c'est du grand compte, donc on n'attaque pas de la même manière, par exemple, un L'Oréal qu'un CMA CGM. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on va faire appel à des cabinets de conseil comme Capgemini, KPMG, etc. Est-ce qu'on va réussir à avoir des recommandations? Est-ce qu'on va faire des emails personnalisés pour un décideur pour lui dire, voilà, vous avez intervenu dans tel webinar, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, etc. pour vraiment susciter intérêt et susciter une réponse. Sinon, en termes de management, dans mes autres missions, j'ai aussi le management d'une petite équipe de BizDev féroce. Donc, mon but, ça va être vraiment de les accompagner au quotidien, de les faire évoluer, de leur faire toujours garder le moral, parce que, comme je l'ai dit, c'est un métier avec beaucoup de hauts et de bas. Ça va être aussi de leur donner tous mes tips de BizDev que je peux avoir pour qu'ils puissent avoir un maximum de résultats et les stimuler au quotidien. Et ma dernière mission, ça va être de définir, on va dire, des objectifs, donc de manière, des objectifs qui suivent le business plan de ma société pour qu'on puisse, on a une levée de fonds prévue cette année de 5 à 10 millions d'euros, donc de pouvoir vraiment l'accompagner, de la suivre, donc de pouvoir définir des objectifs en termes de volume, donc le nombre de personnes à aller chercher, à aller contacter, de volume donc via mail, via téléphone, et aussi après en termes de résultats sur les rendez-vous qu'ils vont réussir à obtenir avec des prospects. Ok. Alors justement, revenons sur les difficultés dont tu parlais, que tu rencontres au quotidien, Marie. Donc on a compris, c'est difficile d'avoir, déjà il faut qualifier une personne, un lead, donc un prospect, et ensuite il faut essayer de l'attraper, et souvent c'est difficile, on te raccroche au nez, on ne répond pas à tes emails. Moi, ma question, c'est pour tous ceux qui se disent j'ai envie d'essayer le métier de commercial, etc. Quelles sont les qualités ou les aptitudes, en tout cas, qu'il faut avoir pour faire ce métier? Déjà, je pense qu'il faut se laisser du temps pour ce métier. Quand on attaque, moi, je vais vous dire très honnêtement, quand j'ai commencé à passer mes premiers calls, j'étais limite en train de pleurer derrière une porte, quoi. Donc, c'est très dur parce que
c'est difficile d'avoir un prospect au téléphone, c'est difficile de trouver les bons mots, de ne pas passer trop pour un junior, d'être pertinent. Et puis surtout que les prospects aujourd'hui qu'on appelle, voilà, c'est des décideurs vraiment, enfin, c'est pas, c'est des vrais décideurs, quoi. C'est des mecs qui ont leur agenda, qui sont bookés. Et si vous arrivez à les avoir au téléphone, il faut le loquer maintenant ou sinon vous l'aurez plus jamais. Donc, il y a beaucoup de, c'est un métier qui est très challengeant. Je pense qu'aujourd'hui, les qualités, c'est c'est la résilience, de ne pas lâcher. Moi, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis chez Bimi, donc j'ai vu la société évoluer, j'ai vu plein de choses, j'ai vu notre message changer aussi. Et donc voilà, et pour autant, même quand il y avait des moments où on était avec le Covid, etc., où c'était difficile, il fallait continuer à aller de l'avant et pas se relâcher. Et après, je pense que ça serait d'avoir un esprit de chasseur, quoi. Faut aller les chercher, faut se lever le matin avec l'envie d'aller décrocher du rendez-vous, de réussir à convertir des personnes, à les convaincre que vraiment vous leur apportez une solution, que vous répondez aussi à une problématique qui soulève et bien évidemment avoir la tchatch. Ça, c'est sûr. Bon, si vous avez le désir d'être chasseur, suivez Marie. Ok, bon, merci pour ces conseils. Du coup, je vais maintenant repasser la parole à Laurie. Alors, Laurie, on va parler un peu d'orientation. Toi, tu as choisi de faire l'EMD directement après ton bac. Pourquoi avoir choisi l'EMD et pas une autre école de commerce? Alors, ça me rappelle l'entretien avec l'EMD que j'avais préparé il y a maintenant 10 ans, donc je me rappelle. C'est trop dur, on arrête. Hein. Pourquoi l'EMD? En fait, je ne savais pas trop quoi faire, hein, comme beaucoup de lycéens, je pense, à ce moment-là. Je savais juste que je voulais faire quelque chose d'assez diversifié, du coup, n'ayant pas de spécificité ou de passion ou de choses très prévues dès le début. Donc, l'école de commerce, bien évidemment, c'est la partie la plus facile pour pouvoir être assez généraliste. Et en fait, j'ai rencontré l'EMD la première fois, ils sont sur un forum au Parc Chano. Et c'était Alexis qui était là. Et du coup, j'ai échangé avec lui. Et c'est vrai que toute la partie déjà physique, on va dire, des panneaux, etc., ont attiré mon regard. C'est la première chose qu'on regarde, hein, de toute façon. Et derrière, ça faisait vraiment une école de commerce à taille humaine, quoi. Là où on entendait école de commerce, on y rentre et puis on ne sait plus trop qui on est et on suit un flot général et il faut avancer. Là, il y avait vraiment cette partie intéressante de proximité, d'être à l'écoute. Il y avait des choses hyper intéressantes. Je me rappelle du cours d'anthropologie qui paraissait totalement improbable dans une école de commerce, mais finalement qui m'a beaucoup aidée. Donc, c'est vrai que voilà, la diversité des cours finalement qui étaient proposés, l'approche d'Alexis à ce moment-là, mais je suis sûre que quelqu'un d'autre l'aurait fait également, qui était vraiment encourageante et la proximité visiblement des professeurs, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de rentrer dans cette école. Super. Et alors, toi, tu as fait les 5 ans. Laurie, et la dernière année, donc tu es partie 1 an à Londres. Donc, c'était à Newcastle, c'est ça, à l'université Newcastle? Oui, c'est ça, l'université Newcastle à Londres, c'est ça. D'accord. Alors, du coup, on n'a plus aujourd'hui ce lien avec l'université, mais on a un lien fort avec l'université St. Mary's qui, en fait, délivre aussi ce diplôme IBM, International Business in Management. Est-ce que cette année à l'étranger, tu as facilité l'intégration au sein de CMA-CGM? Alors, je pense, oui. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'avoir été accompagnée tout au long de mes études et d'avoir pu effectuer en fait la quasi-intégralité de mes stages à l'étranger. De par l'EMD, qui m'a donné quelques réseaux d'anciens élèves qui avaient fait des stages à l'étranger, de par mes parents qui m'ont aidé aussi à pouvoir partir à l'étranger. Donc, c'est vrai que dès la première année, j'ai fait des stages tout de suite à l'étranger, et que ce soit anglophone ou espagnol. Non, c'est pas dans ce mot-là. Du coup, voilà. Donc, c'est vrai que oui, Londres, bien évidemment, ça a dû fortement aider, mais de manière générale, tous mes stages à l'étranger, je pense, m'ont particulièrement aidé. Voilà. D'accord. Et la fonction RH, pour le coup, tu l'as découvert à travers tes stages, et c'est là où tu t'es dit que c'était cette fonction que tu voulais intégrer. C'est ça. Dès l'EMD, on a eu des cours de RH en 2e année, je crois.
Effectivement, mon premier stage, c'était en vrai RH, c'était chez GRDF. Donc, c'était pour développer toute la partie carrière. Enfin, c'était quelque chose de relativement profond. C'était un vrai projet de fond, de refonte, de comment anticiper les personnes qui partent à la carrière, combien est-ce qu'ils sont à partir, sous combien de temps, comment on peut les remplacer, est-ce qu'on les remplace poste pour poste, est-ce qu'on doit réinventer un petit peu tout ça. Bon, du haut de mes 19 ans, je pense que c'était un gros projet, mais c'était hyper intéressant. Et donc voilà, c'est vrai que très rapidement, j'ai compris que c'était quelque chose qui me correspondait et voilà, qui me plaisait beaucoup. Super. Alors toi, Justine, quand tu es arrivée en 3e année à l'école, tu as fait un stage cette année-là, en 4e année aussi. Qu'est-ce que tu as fait comme stage quand tu étais à l'EMD? Alors, je m'en rappelle d'un particulièrement. Je ne sais pas si j'en ai fait un en licence, un en première année de master, mais en tout cas, celui dont je me rappelle, j'avais fait un stage avec des créateurs de vêtements. En fait, c'était une boîte qu'ils avaient montée. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton ordinateur comme ça? Pardon. Super, merci. Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux. Ok, pardon. Je suis désolée si mon son n'est pas Tout va bien. Du coup, le stage dont je me rappelle, c'était avec des créateurs de vêtements. Donc, ils avaient monté leur société. Ça m'avait appris beaucoup de choses parce qu'en fait, c'était hyper polyvalent. Il y avait autant de l'envoi, d'emailing pour promouvoir la marque que une fonction un peu commerciale où je tenais la boutique et je devais vendre les produits, essayer de montrer un peu, de donner un peu de visibilité au shop qu'on avait construit. Donc, c'était très varié. Après, pour être honnête, je pense que l'expérience qui m'a quand même le plus apporté, c'est mon alternance chez Men in Black, donc la boîte dans laquelle je suis encore aujourd'hui, parce que je pense sincèrement que l'alternance, c'est important d'au moins faire une année, la dernière année. Après, si vous êtes... si vous arrivez à le faire plus tôt, moi, je me trouvais trop jeune pour commencer de l'alternance directement après le bac. Mais en tout cas, la dernière année, ça a été révélateur pour moi parce que j'ai pu mettre à profit ce que j'apprenais à l'école, comprendre en fait ce que j'étais en train d'apprendre à l'école. Parce que quand on apprend des choses, qu'on a certains cours, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire en pratique. Et du coup, quand on peut l'appliquer tout de suite en entreprise, je trouve que ça décuple complètement les compétences et ce qu'on arrive à faire. Donc, moi, si je peux juste donner un conseil, c'est essayer de privilégier les stages, l'alternance, allez-y à fond parce que ça aide énormément, quoi. Bien sûr. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs que dans le cursus de l'EMD, il y a un stage quand même chaque année. Et l'alternance qui est proposée à partir du bac plus 3 quand on commence post-bac. Bon, après, Laurie est aussi la preuve ce soir qu'après 5 ans d'études à temps plein, on peut aussi avoir un beau métier et s'épanouir. Donc voilà, tout dépend certainement de l'accompagnement. Béatrice, je veux juste rajouter que pour le coup, moi, l'alternance que j'ai trouvée et même les stages que j'ai trouvés, c'est grâce au Job Center au sein de l'EMD parce qu'il y a vraiment un large réseau. Ils nous mettent en relation avec plein d'entreprises. Il y a plein d'offres en fonction des thématiques qui nous plaisent, des métiers vers lesquels on voudrait s'orienter. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas, ici, c'était vraiment un gros plus, quoi. C'est vrai que le Job Center de l'école, c'est un peu comme un cabinet de recrutement qui reçoit les entreprises, donc les offres. Voilà, on écoute vraiment les entreprises, leurs besoins. Et ensuite, le responsable reçoit aussi les étudiants en face pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme stage, pour évoluer soit en compétences parce qu'ils en ont déjà fait un dans le même secteur, soit pour découvrir un autre univers. Donc, c'est vrai que ce service de personnalisation à l'EMD, c'est quelque chose qu'on garde et qu'on aime beaucoup et qui fonctionne encore, Justine. Le réseau s'agrandit. Puis, grâce à vous aussi, les anciens élèves, évidemment. Il y a juste quelque chose tout à l'heure, ça m'a fait penser à une chose que disait Marie en préparant cette soirée. Laurie, tu disais que quand tu nous as vus à un salon au Parc Chano, il y avait des visuels qui te parlaient. C'était peut-être l'époque où il y avait des publicités de l'école où il était marqué « L'EMD ne forme ni des loups ni des moutons ». Je ne sais pas si on peut la retrouver et la projeter. Peut-être, Pierre, que tu l'as dans les archives. Bon courage. Oui, j'y vais, je fonce. Je mets la lampe frontale et j'y vais.
Je fonce. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, on est en campagne d'affichage aussi dans Marseille, dans les métros. Enfin, ça va bientôt se finir, mais vous pouvez regarder maintenant ceux qui prennent la voiture ou ceux qui sont à la gare en partant ce soir. Notre baseline en ce moment, c'est vous trouvez que le monde tourne parfois à l'envers, remettez-le à l'endroit. Et donc, pour ça, venez à l'END vous former parce que nous, c'est ce qu'on veut faire au monde et avec vous. Et donc, Marie, toi qui te souvenais de la publicité, l'END ne forme ni des loups ni des moutons. Et donc, est-ce que tu peux nous réexpliquer là, à tous ce soir comment toi, tu le vois dans ton travail aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que cette baseline m'a pas mal marqué. Je pense que j'ai dû peut-être garder un fascicule de l'END longtemps chez moi, donc je la voyais peut-être tous les jours aussi. On a encore des posters à récupérer. Donc, ouais, c'est une phrase que, en vrai, je trouve assez intéressante parce que, voilà, moi, pour l'expliquer, on va dire que je la divise un peu en deux. Donc, il y a d'abord l'aspect loup. On va dire que, voilà, moi, je suis commerciale et pourtant, j'ai jamais eu besoin d'écraser les autres pour réussir et ça n'empêche pas que voilà, je suis une chasseuse, voilà, je sais où je vais et je me bats pour mon objectif. Et néanmoins, mon but, ça a toujours été de faire ce que je trouvais bon. J'ai jamais vendu un produit dans lequel je croyais pas. J'ai toujours, puis j'ai jamais vendu non plus des mensonges. Donc voilà, j'ai toujours été vraiment dans cet esprit-là de me dire que rentrer dans un rapport de force, on va dire que sur le long terme, ça tient jamais, ça ne peut pas tenir. Si je m'approche maintenant sur la deuxième partie de la phrase, donc ni des moutons, on va dire qu'encore une fois, je parle de mon environnement un petit peu start-up, mais on va dire qu'au départ, moi, quand je suis rentrée chez Bimi, on m'a dit attention, tu rentres, mais par contre, je te le dis, start-up, c'est 90% de taux d'échec. Hein. Et puis, je peux vous le dire, moi, aujourd'hui, je travaille à Station F, qui est l'incubateur qu'a montré Xavier Niel à Paris. Il y a plus de, je ne pourrais même pas vous dire combien il y a de startups, il y en a plus de 1000, je pense, dans l'incubateur, c'est énorme. Mais il y a un turnover qui est juste hallucinant, quoi. Vous avez des voisins un jour, le lendemain, ils ne sont plus là, quoi. Donc, pourquoi et de ce fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des startups, vous ne pouvez pas penser comme tout le monde. Vous devez être disruptif, vous devez penser différemment. Comme on le dit pas mal en startup, on fait pas mal d'anglicisme, mais voilà, enfin vraiment penser out of the box et travailler de manière agile, travailler de manière à pouvoir rebondir parce que pour survivre, vous devez forcément vous adapter et parfois changer de direction hyper rapidement. Moi, si je peux vous donner un exemple, c'est pendant le premier confinement, quand le Covid est un petit peu arrivé en France, nous, on était historiquement, on vendait beaucoup notre solution aux retailers parce que voilà, on savait qu'il y avait un besoin sur cette verticale précisément. Et forcément, avec le Covid, on allait signer Printemps, on allait signer Jiffy. Et à partir du moment où le confinement est tombé, ça a été table rase. On s'est retrouvé une main devant, une main derrière. On a dit, bon, il faut absolument qu'on se réadapte parce que sinon, on va mourir. On ne peut plus facturer. Enfin, au bout d'un moment, il faut payer les salaires. C'était plus possible. Donc, de ce fait, on a un petit peu changé notre discours pour pouvoir on a vraiment changé notre discours et notre approche pour pouvoir échanger avec des banques et assurances, avec des clients de l'industrie, de l'énergie, etc. Et ça nous a permis aujourd'hui de faire vraiment, on va dire, exploser la start-up et de pouvoir se faire de plus en plus connu et voilà, et devenir de plus en plus une référence sur notre secteur. Super, Marie. Béatrice, je reviens des archives, j'ai retrouvé l'affiche d'il y a 10 ans. Oh, super! Et je peux la... les yeux. J'arrête ma présentation, Pierre, Oui, je vous laisse la main. je vais présenter... Elle n'était pas sur des mugs aussi? J'ai peut-être un mug. Ouais, elle était partout, on en a fait des casquettes et des camionnettes aussi. Voilà. Voyons voir. Tac. Voilà, c'est sympa, je trouve, pour ceux qui ne nous connaissent que depuis cette année ou l'an dernier, qui n'ont jamais vu cette publicité, qui parle encore beaucoup. Et parfois, les gens pensent que la devise, c'est ni loup ni mouton et non pas manager, c'est servir. Donc, alors, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, soleil. Waouh! Voilà, avec les bandes de découpe. Ah ouais, elle est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Mais bon, j'aime beaucoup la nouvelle aussi. Hein. Voilà. Maintenant, on peut passer à la nouvelle, hein, parce que là, il y a carrément l'ancien logo, etc. Pierre, est-ce que tu peux nous afficher la dernière pour que ce soit Je te donne un peu de travail, je suis désolée. Mais vous pouvez continuer, je vais la chercher, je reviens. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Tac. Alors, Ritia,
pose une question. Quel conseil pourriez-vous nous donner pour décrocher un contrat après la fin du master? Alors, qui veut répondre, les filles? Justine, peut-être tu as eu t'es restée dans ton alternance. Hey, Justine. Beaucoup de motivation. Je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut oser, il faut croire en soi, il faut pas hésiter à poser des questions. Enfin, c'est normal de pas tout savoir et d'avoir envie d'apprendre. Et justement, quand on pose des questions, ça montre qu'on a envie d'apprendre. Et parfois, quand on est étudiant, justement, on n'ose pas. Enfin, moi, la première, à l'époque, j'avais tendance à pas trop oser. Et là, maintenant, avec l'expérience, je me rends compte, bah, non, au contraire, il faut vraiment y aller, il faut se lâcher, il faut poser plein de questions, il faut être curieux. Alors, c'est pas un conseil, là, du coup, j'en ai donné plein. mais je pense que c'est ça. Il faut parfois y aller un peu au culot aussi. Se dire, bon, bah voilà, je pose la question. Il y a pas forcément une offre ici, mais je vais aller poser la question parce que la boîte me plaît, ils ont des valeurs que je partage et puis je pense que j'ai des choses à apprendre et des choses à partager. Donc, ne pas rester forcément dans un cadre bien spécifique parce que des fois, il y a des opportunités à se créer, à saisir, mais à se créer aussi. Voilà, je pense que c'est important aussi d'être bienveillant avec les autres. Comme disait Marie, l'idée, c'est pas d'écraser les autres. C'est pas comme ça qu'on y arrive. Enfin, en tout cas, moi, je le conçois pas comme ça non plus. Au contraire, il faut s'entraider, il faut s'accompagner. Et d'ailleurs, l'alternance, je trouve que ça aide énormément sur l'accompagnement et le partage. Et c'est ça qui donne confiance en soi aussi. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Il y a un temps pour tout. Vous êtes là pour apprendre. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Super, super. Laurie, est-ce que... un problème de micro. Alors, c'est bon? Oui. Laurie, est-ce que toi, en tant que RH, tu dois recruter de temps en temps? Est-ce que tu as un conseil d'un point de vue RH? Voilà. Oui, ben, on a regardé juste sur mon scope. J'ai fait 20 recrutements en 3 mois, là, juste de CDD externe. Hors CDD, hors CDI, hors stagiaire, pardon, hors alternant, hors tout. Donc, oui, on recrute. Et alors, du coup, qu'est-ce que toi, tu repères qu'est-ce que vous attendez pas forcément à la CMA-CGM, mais à quel moment tu dis c'est lui, voilà, c'est cette personne? Je rejoins totalement Justine sur la partie curiosité, poser des questions. Moi, je pose des milliards de questions dans ma partie pro, ma partie perso toute la journée. C'est hyper important, ça montre de l'intérêt et c'est pas juste pour montrer de l'intérêt. Derrière, ça prouve que voilà, ça intéresse la personne de connaître évidemment la réponse à la question que l'on pose. Ça montre qu'on a écouté parce que si on pose une question, c'est qu'on a a priori trié ce qui vient de se passer et qu'on a envie d'aller plus loin. Donc oui, effectivement, la partie poser des questions, c'est très important, et la partie curiosité. Derrière, je pense que ce qui est important, c'est également ce qui a été dit, mais c'est tout ce qui est partie équipe, partage. C'est très important d'aider les autres, même si on n'a pas envie, même si on n'a pas le temps à un instant T, ce sera toujours un service pour la suite. Que ce soit n'importe quoi, quelque chose qui n'est même pas forcément dans nos compétences. J'arrive pas à ouvrir Outlook, tu as déjà eu ce problème-là. Il faut y aller, il faut aider, il faut toujours tendre la main parce que derrière, ce sera toujours, de toute façon, toujours rendu. Et pour la partie vraiment recrutement, il faut pas hésiter à se vanter. Parfois, on a peur de se dire, mais j'ai pas envie de dire que je sais faire ça, que je sais faire ça. Je suis pas là pour dire que je suis le plus fort. Ben si, en fait. Parce que si on le fait pas nous, ben, personne ne le fera à notre place. Et nous, ce qu'on a besoin de savoir d'un point de vue recrutement, et même pas forcément RH, mais dans le manager qu'on va rencontrer, il a besoin de savoir qui on est. C'est maintenant qu'il va le savoir. Et il va marquer sur le CV, bah, il faut le dire. Et c'est ça qui est important. Il faut savoir se vendre, tout en étant évidemment raisonnable dans l'auto-congratulation. Mais voilà, je pense que c'est très important de savoir exposer ses compétences. Super, merci beaucoup, Laurie. Il y a un problème de micro. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être. Laurie, est-ce que tu peux couper ton micro? Merci. Pierre, est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Tout à l'heure, oui. Comment? Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui demandait le parcours de Marie. Je ne sais plus si on en a parlé.
Alors, c'est Aurélien, il a plusieurs questions. D'abord, quel est le parcours de Marie? Et puis, une question pour Laurie. C'est quoi la meilleure solution pour déposer un CV à la CMA, CGM pour une alternance en finance? En gros, est-ce que tu peux nous dire par quelle porte il faut rentrer et quel étage à quel étage il faut sonner? Alors, la finance, c'est le 14e étage, mais je pense qu'on ne peut pas sonner directement au 14e, encore moins aujourd'hui. Non, il y a le site carrière qui est bien fait à la CMA et on a toutes nos offres d'alternance. Pour les relations écoles, je crois qu'ils sont sur Job Teaser, si je ne me trompe pas. C'est un réseau social qui permet également de montrer les alternances. Et de manière générale, il m'écrit et moi, je le redirigerai vers le bon département sans aucun problème. On a des offres d'alternance tous les ans, bien évidemment. Là, je pense que ce n'est pas la bonne période puisqu'on a dû finir la campagne, même s'il y a toujours des désistements, des imprévus, des rajouts, donc rien n'est impossible. Et on prend des alternants en finance de manière générale, donc pas de souci. C'est à quel moment, Laurie, qu'il faut déposer son quand est-ce qu'ils font les dossier pour une alternance? Nous, côté RH généraliste, on fait le recueil des besoins en septembre-octobre auprès des patrons pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on a des besoins d'alternance. Donc derrière, je pense que directement, les campagnes se lancent. Mais assez tôt. Ouais, je pense que c'est même avant l'été, en fait. Avant l'été, là, on devrait normalement, alors sur pareil, c'est-à-dire que là, dans une année un peu particulière, mais normalement, on participe au forum. Les forums, c'est à ces moments-là. C'est là qu'on se crée un petit peu le vivier, qu'on fait la visibilité et d'ailleurs, qu'on regarde toutes les candidatures. Et courant de printemps, là, début été, c'est là qu'on fait toutes les sélections. Après, il y a tellement c'est tellement grand, il y a tellement de possibilités que tout au long de l'année, il y a des opportunités également. Est-ce que Laurie, tu as un chiffre à peu près, une fourchette de nombre de candidatures que vous recevez à la CMA? Candidature qu'on reçoit? Oui, par exemple, pour un poste de stagiaire ou d'alternant, combien il y a de candidats? Alors malheureusement, j'ai jamais travaillé dans la partie relations école, donc je n'ai pas là en tête ces chiffres-là, mais je sais qu'on a beaucoup de candidatures sur les postes de stagiaires et alternants. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on a 70 alternants à l'année. En fait, je pense que c'est une centaine. Je pense que c'est une centaine d'alternants stagiaires. Après, ça, c'est les chiffres d'il y a 3 ans et on en fait de plus en plus, en fait. Que au siège. Tout à fait, qu'au siège. Tout à fait. Oui, après, partout dans le monde, c'est évidemment chacun. Il y a d'autres chiffres, mais là, c'est qu'au siège. Après, le nombre de candidatures, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y a beaucoup de candidatures, mais je ne saurais pas dire. Tu sais que ça fait beaucoup trop. Je sais qu'il y a du tri à faire. Et ouais, justement, les critères justement de tri, parce que si vous en recevez, j'en sais rien, pour un poste 2000 par exemple, c'est un chiffre imaginaire, mais… Je ne pense pas qu'on soit jusqu'à 1000, mais oui, imaginons. Alors, il y a les premiers critères, par exemple, qu'est-ce qui fait que ce CV, en fait, vous n'allez pas y passer 10 secondes, mais vous allez voir, vous allez jeter, par exemple? Alors, pour la partie stagiaire, par exemple, c'est très simple. On fait des stages de 6 mois, 5e année. Donc, déjà, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères-là, c'est déjà un tri qui est très facile à faire. Okay. Ensuite, on va regarder s'il y a évidemment une corrélation entre ce que la personne souhaite faire et l'école qu'elle est en train de faire et le cursus. Bien évidemment, l'école, on va regarder. Donc, on va regarder si c'est le top 3, le top 5. Et derrière, les autres candidatures sont bien évidemment étudiées, mais ça, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on va regarder? L'aspect général du CV, c'est hyper important parce que c'est la première image qui sort de la personne. S'il y a une faute d'orthographe, s'il y a une tache d'huile, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et on en a des CV un peu qui sortent de l'ordinaire parfois. Sinon, non, déjà là, je pense que ça fait un beau tri pour les stagiaires. Okay. Déjà, c'est pas mal. Okay. Et après, on a... Bon, alors, il est 19h04. Alors, je ne veux pas… on a dépassé. Non, mais si vous avez encore des questions, je pense que vous pouvez nous écrire à moi sur mon adresse. Et si vous avez une question précise pour Laurie, Marie ou Justine, je leur transmettrai. Voilà, je leur donnerai vos coordonnées. Je pense qu'elles seront ravies de pouvoir vous répondre. Merci beaucoup, les filles, pour
tout ce que vous nous avez dit ce soir, tout votre partage d'expérience était très intéressant. J'étais vraiment très heureuse de faire ça avec vous. Voilà, Pierre vient de mettre mes coordonnées dans le chat, donc vous pouvez m'écrire quand vous le souhaitez. Et puis, on était bien entre filles. Et oui, on était très bien en première. Là, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire. Donc, merci beaucoup. Le prochain webinaire à l'UNI, je crois qu'il aura lieu au mois de mai. Donc, ce sera avec 3 anciens élèves. On vous réserve la surprise. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci Marie, merci Justine, merci Laurie, merci Pierre. Merci Béatrice. Aide, évidemment. Et puis aux étudiants, à très bientôt. Et puis pour les autres, on espère vous voir bientôt à l'EMD, Pablo, Sixtine, voilà, je reconnais quelques noms, Vendry. Voilà, donc bon courage pour ceux qui passent le concours et puis pour tous ceux qui se posent des questions d'orientation, n'hésitez pas aussi à échanger avec nous, on se tient à votre disposition. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Béatrice. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir Caroline.